Le but, c'est juste de rester un jour de plus dans le game. Mais demain, si nos business marchent pas, moi je préfère aller vendre des framboises, mais que c'est mes framboises, plutôt que retourner bosser dans une boîte. Ne dites pas, ah non mais moi j'aime pas démarcher, personne aime démarcher. Évidemment que tu te prends des vents en business, mais t'as pas le choix en fait, sinon tu retournes salarié. Et vous devez absolument être concentré sur votre business, arrêtez de croire que les gens vont vous aider, vous êtes tout seul, c'est dur à dire, vraiment, vous êtes tout seul. Franchement, n'hésitez pas à prévoir un budget au moins de 3000 € pour se payer des formations en ligne. Franchement, arrêtez les formations CPF et tout, c'est de la merde. Il n'y a jamais un entrepreneur que j'ai rencontré qui m'a dit j'ai payé une formation CPF, ça m'a rendu riche, tu vois. Genre, enfin, ça n'existe pas. Je pense que la plus grosse erreur, c'est de penser en projet au lieu de penser en revenu. On est le 9 février, le 31 février, j'ai dû prendre 2000 € no matter what, et s'il faut aller vendre des fraises, tu vas vendre des fraises. Ça le père. Le père. Ça va le crack du crackistan en forme. Tu présentes aujourd'hui ce qu'on fait? Vas-y. Allez. Alors du coup, on a un peu réfléchi, on va pas faire les mots. On attend toujours que vous nous les donniez en commentaire. On a eu quelques-uns, ceci dit. Là, la dernière fois, on a eu, je crois, simplicité et autre chose. Comment est-ce qu'on gère les parts de nos revenus? Ouais. Voilà, on va peut-être l'aborder dans le podcast. En tout cas, on veut parler d'un sujet qui est comment est-ce que nous, on se serait lancé si on repartait de zéro et quelles sont les erreurs qu'on aurait évité de faire pour arriver là où on en est plus rapidement. À titre d'exemple, mon petit frère, d'ailleurs, qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui a déjà vendu 7 formations ChatGPT. Bon, ça coûte 100 €, tu vois, mais bon, il a déjà fait 700 € en 2 jours. Ouais. Il a évité globalement les erreurs principales que j'ai faites. Et donc, on va vous donner, en tout cas peut-être 10, les 10 principales erreurs à éviter. On va faire un peu un ping-pong. Et on va commencer comme ça. Tu commences? T'es chaud? Ouais. Bah écoute, moi Ouais. Alors, je pense que la plus grosse erreur, c'est de penser en projet au lieu de penser en revenu. Tu vois, au début, quand je commençais, je me disais, ah, mais il me faut un projet, tu vois. Et tu sais, on le voit comme dans Qui veut être mon associé, un projet, c'est-à-dire il te faut une start-up, il faut, tu vois, avec un plan, etc. Au lieu de se dire, ok, je vais faire 2000 € ce mois-ci. Tu vois. Si tu te dis pas, j'ai mon projet, je suis entrepreneur, mon projet s'appelle comme si, et tu dis, bah voilà, en fait, on est le 9 février, le 31 février, j'ai dû prendre 2000 € no matter what. Ben, en fait, tu commences à réfléchir de manière plus à comment je vais faire du cash, et s'il faut aller vendre des fraises, tu vas vendre des fraises, tu vois. Et je pense, en fait, qu'il y a un truc, et je pense que c'est lié au statut, tu vois, au jeu de statut en France, mais qui est vrai aux États-Unis, etc., où les gens se disent, ah, j'ai fait des études, tu vois, il faut que mes parents soient contents, il faut que j'ai quelque chose à raconter au dîner. Et en fait, si tu commences à dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Et tu dis, ah, je vends des fraises, bah, tu vois, t'as pas un super statut. Mais si tu dis, je suis entrepreneur, j'ai un outil d'IA, je suis incubé à Station AF, tu vois, bon, bah là, les gens, ils commencent à dire, ah ouais, et tout. Et je pense que les gens prennent trop de décisions par rapport au statut, en mode tu vas te baquer par rapport à de quoi tu vas avoir l'air. Alors qu'en fait, s'ils pensaient plutôt à ramener du cash le plus vite possible, bah en fait, ils seraient entrepreneurs, quoi. Le vendeur de fraises qui ramène, tu vois, 2-3 000 € par mois, bah, il est beaucoup plus entrepreneur que le mec qui a un SaaS à Station F qui n'a pas fait, tu vois, un copec pendant 2 ans, en fait. Voilà, donc je pense, premier conseil, pensez à comment vous allez ramener du cash et pas à comment s'appelle votre boîte, le logo, est-ce que vous avez une start-up. C'est penser revenu first. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que le premier mois où je me suis lancé, j'ai dit ok, il faut que je fasse 10 000 € ce mois-ci. Et j'ai fait, je crois, 9 017 €, tu vois, quelque chose comme ça de vente. Et effectivement, l'objectif de tous les jours, c'était de faire du cash. Conversion, conversion, conversion. Et si je peux rajouter un élément sur ton truc, c'est que pour moi, il y a 3 variables à avoir en compte. La première, de travail d'intensité que tu vas avoir et que tu ne peux pas être partout. En tout cas, à un moment, tu es obligé de sacrifier un peu l'un pour l'autre et ça baisse ou augmente la jauge. La première, c'est l'acquisition, trouver des nouveaux clients. La deuxième, c'est la conversion, se faire payer. Et la troisième, c'est le produit, avoir le meilleur produit possible pour pouvoir travailler le referral. Et en fait, il faut réussir à jauger les 3 en même temps. Et c'est très difficile parce que l'acquisition, ça prend du temps. Là, tu vois, on est dans un studio, donc pour travailler l'acquisition,
cet après-midi, tu m'as vu, je travaille sur ma nouvelle formation de ChatGPT, donc je travaille sur mon produit, tu vois. Et en fait, il faut réussir à faire du cycle comme ça, constant, et la conversion. Et donc, du coup, forcément, à un moment, je fais plus de posts sur LinkedIn pour vendre parce que j'ai plus le temps de le faire, tu vois. Et donc, du coup, ça fait baisser aussi un peu le CA. Et l'objectif, c'est de pouvoir anticiper une grosse croissance plus tard, tu vois. Donc, voilà, moi, un peu les 3 variables que j'ai pour compléter ce que tu as dit, si tu es d'accord. À moi ? Ouais. Alors, il y en a un. Mais qui est assez spécifique, qui est que je trouve que les gens n'écoutent pas assez ou n'assimilent pas assez par ego ce qu'on leur dit venant de gens qui sont avancés dans le business. Moi, il y a un nombre de fois, et je le vois encore aujourd'hui, tout à l'heure, tu vois, on a donné plein de conseils tout à l'heure à quelqu'un qui est en train d'essayer de se lancer. On lui a dit, alors pour nous, c'est logique, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, il y a toujours une réflexion derrière ou un commentaire qui va être non, mais moi, j'aime pas faire ça. Non, mais moi, je sais pas faire ça. Non, mais moi, je suis comme ça. Non, mais moi, je suis comme ci. Et du coup, c'est de penser à soi avant de penser au marché et à la rentabilité que tu peux en tirer et surtout à ce que le besoin de ton marché, quel est le besoin de ton marché et comment est-ce que tu vas le tester le plus rapidement possible. Donc, nous, on allume un peu une light. D'avoir des amis entrepreneurs, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On va allumer souvent la light en disant ça serait trop cool que tu fasses ça et je pense que tu as le talent pour le faire. Voici le plan d'action. Et dans 99% du temps, les gens ne le font pas. Ils le mettent de côté. 6 mois plus tard, ils reviennent, ils me disent en fait, tu avais raison. Tu vois. Donc, il y a un problème je pense, de vouloir réussir tout seul, parfois. Peut-être de l'ego mal placé, mais je trouve que les personnes qui s'en sont le mieux sorties dans les coachings ou dans les conseils que j'ai donnés, c'est souvent les gens mon petit frère, c'est ça. Il me dit non, il travaille pendant une journée sur un site internet. Je lui dis c'est de la merde. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et il supprime tout et il recommence, tu vois. Et je pense que il réfléchit même pas, il me pose même pas de questions, tu vois. Juste il dit ok, il est plus avancé que moi, donc moi je me mets en mode éponge. Et je pense que tous les gens aujourd'hui tous les stagiaires qui nous écoutent devraient, ce qu'on appelle le bras droit CEO d'un entrepreneur, devraient vraiment se mettre en mode éponge, absorber le maximum. Et alors, je pense qu'il y a aussi par rapport à ce mode éponge, des gens qui sont plus, qui absorbent plus que d'autres, qui comprennent plus que d'autres, tu vois, des éponges plus ou moins mouillées, on va dire. Et je pense que les éponges très sèches, en tout cas qui absorbent énormément de choses, sont des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et qui peuvent du coup y arriver plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc voilà, pour résumer, en tout cas, je pense que les personnes, quand on vous donne un conseil de quelqu'un qui est quand même avancé, qui a des preuves, qui peut vous aider à avancer, écoutez-le et mettez un peu votre ego de côté. Ouais, complètement d'accord. J'appelle ça la coachabilité. C'est-à-dire en fait la capacité à ce que quelqu'un d'extérieur puisse te faire avoir une marge de progression énorme. Et tu l'as dit, je pense que tu as tout résumé quand tu as dit par rapport à l'ego. C'est parfois, il y a des gens, ils veulent... par ego, ils vont pas écouter ce que tu leur dis ou ils vont essayer de contrer ou trouver des contre-arguments. Et toi, t'es là... Et en fait, c'est ça le truc. Toi, c'est ton frère, donc tu veux l'aider. Moi, si les gens commencent à te débattre, je fais OK, je dis rien, tu vois, pas de souci. Je me suis battu au début. J'ai essayé vraiment d'essayer de convaincre. Et après, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Et les gens successful qui vous donnent des conseils, ils sont tous dans la majorité. Bon, moi, je ne dis pas que je suis successful, tu vois. En tout cas, les gens successful qui m'ont donné un conseil, quand j'ai commencé à débattre, ils m'ont dit non, mais voilà, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, ils ne débattent pas, en fait. Ils disent non, mais je te l'ai dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Tu le fais pas, je m'en fous, ça ne changera rien à ma vie. En revanche, je sais que dans 5 mois, si tu ne l'as pas fait, il va se passer ça. Et dans 99% du temps, ils ont raison. Tout le temps. À chaque fois que je ne les ai pas écoutés, je me suis pris... Non, mais clairement. Tu sais, un peu le mème du mec qui avance sur son vélo, qui prend un bâton, qui se le met dans sa roue et qui se pète la jambe comme ça. C'est vraiment ça, genre, voilà. Non, mais c'est clair. Non, mais super. Alors, numéro 3, moi, je dirais, les grosses erreurs qu'on fait, au début, c'est surcompliquer ces process de vente. Tu vois, je sais pas pourquoi, il y a un truc où on se dit, quand tu vas envoyer un message de prospection à un client,
on te donne des frameworks qui s'appellent je sais pas quoi en 8 étapes et tout. Alors que le plus simple, c'est salut Kevin, je suis monteur vidéo, j'ai bossé avec un tel, voici mon travail, est-ce que tu es intéressé? Stop, tu vois, t'as pas besoin de raconter la vie. Mais il y a des gens, ils vont dire, non mais démarcher des clients, c'est pas pour moi. Et frère, démarcher des clients, c'est pas pour moi. En fait, on en revient au point numéro 1, qui est, en fait, le but, c'est de faire 2000 euros dans le mois. C'est pas de dire que tu es entrepreneur. Donc, s'il faut que tu démarches les clients, tu le fais. Parce que le but, c'est de pas mourir, quoi. Il faut que tu live another day, comme disent les Américains. Donc un message de prospection simple. Quand je viens de voir, il faut que ça soit simple, tu vois, sur ton truc. Qu'est-ce que tu vends, à quel prix, et où je paye, tu vois, et comment on fait, tu vois. Et le nombre de gens qui te complexifient les trucs, t'es là, frère. Genre, je te demande 10 montages, 10 shorts de tel podcast, tu vois, dis-moi combien ça coûte, comment on avance, et c'est quoi le process, tu vois. Et je dis oui ou non. Et en fait, les gens, ils ont tendance à faire un peu comme les oracles ou les Salesforce, tu vois, où mettez votre numéro ici, ils donnent surtout pas de prix, et quand tu as mis ton numéro, après les mecs, ils t'harcèlent au téléphone, ils veulent t'avoir au téléphone. Au début, t'as pas besoin de faire ça. Le but, c'est d'avoir une bonne offre, un process de qualification simple et des messages de prospection simples. Il faut rendre les trucs simples pour tout le monde, quoi. Tu vois, faut pas commencer à dire, non, mais je vais te faire un truc sur mesure avec un devis. Tu vois, t'arrives, tu fais pas 3-4 rendez-vous. Non, t'es censé faire un rendez-vous et le type, tu le closes. Il a un processus ultra simple. Tu lui dis, doit dire oui ou non. Il signe là et c'est réglé, tu vois. Et T'as des conseils, par exemple, pour aider les personnes à simplifier leurs offres? Moi, j'en ai un, par exemple, qui est de créer des trucs clés en main et des packs, tu vois. Ouais. Par exemple, si vous êtes copywriter, bah, on en a déjà parlé dans un autre podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder les suivants. Petit instant promo. Mais par exemple, voilà, tu fais 10 newsletters, quoi. Et tu payes pour 10 newsletters. Et du coup, tu les prends quand tu veux. Oui. Quoi, plutôt que d'en payer une à une. Bah, tu fais des packs de moins en moins chers. C'est clair. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu en as d'autres, par exemple, qui pourraient... En fait, tu fais une offre standardisée de base en te disant, en fonction, on part de ça et on peut faire des upsells. C'est-à-dire, voilà, mon offre de base, c'est ça. Par contre, on peut te rajouter des trucs, mais on peut pas t'en enlever. Tu vois, parce que sinon, ça commence à casser les couilles. Donc, tu dis, mon offre de base, c'est 10 newsletters. Donc là, tu t'imagines les questions. Tu dis, une newsletter, c'est environ, tu vois, tu donnes le nombre de mots, je sais pas combien c'est, 1500 mots peut-être, à peu près. Voilà, il y aura 2 allers-retours maximum de relecture et je peux vous en shipper une par semaine. Bon, tu as donné la majorité des trucs et tu mets soumis à conditions, je sais pas quoi, et tu discutes avec la personne, elle prend ou elle prend pas, et éventuellement, si elle veut autre chose, tu lui fais une offre supplémentaire en upsell, c'est-à-dire avec des trucs supplémentaires. Mais il faut qu'il y ait ton offre de base et qu'on sache voilà, que les trucs rentrent dedans. Alors, au début, tu dis toujours « Ah, mais je sais pas ce que je vais mettre dans l'offre, je sais pas combien je vais la vendre, etc. » Et au final, le cerveau humain fait que tu vas globalement jamais être trop loin de ce qu'il faut faire. Tu vas être autour de 20-30%, tu vois. Mais tu vois, si par exemple 10 newsletters, tu vois comment tu prices 10 newsletters. Super intéressant. Moi, il faut premièrement se dire combien de temps ça va se prendre à peu près une newsletter. Si on fait au tarif temps, on peut se dire, tu as une newsletter en tout, allez, on va dire 3-4 heures. Tu vois. Donc on se dit 10 newsletters, ça va être entre 30 et 40 heures. Si on veut être un peu large, on se dit entre 25 et 50. Donc entre 25 et 50 heures de taf, t'estimes à peu près combien t'es à l'heure. Tu vois. Donc si c'est un débutant, je sais pas, c'est quoi, 40 euros. Ouais, tu fais un peu à la... Ça allait être mon point numéro 4 que je voulais aborder, le pricing. Ouais. Mais du coup, vas-y, termine ce que tu dis. Mais ouais, non, mais tu dis c'est entre 25 et 50 heures de taf, à 40 euros l'heure, tu prices ça à entre 1000 et 2000 à peu près, quand t'es débutant, tu vois. Ouais. Et au final, tu diras du coup peut-être 1500. Et tu vois, d'un coup, là, tu dis, ah ok, donc 10 newsletters, ça coûte 1500 euros. Mais on tombe pas si loin de la solution, tu vois. Parce que tu doutes, c'est par ordre de grandeur. Si on avait dit 200 euros 10 newsletters, ça aurait été chelou.
Mais si tu avais dit 20 000 euros d'e-newsletter, tu vois, on arrive à un ordre de grandeur très différent. Mais tu sais qu'à peu près à 1500, tu trouves. Donc, il faut penser comme ça par ordre de grandeur, comme on appelle ça, dans les cabinets de conseil, ils appellent ça les guess estimate. C'est donc une estimation, estimate, sauf que c'est un guess. Donc, en fait, si on va dire, voilà, combien de balles de golf rentrent dans un Airbus, tu vois, ou combien il y a de salons de coiffeurs à Paris. En fait, tu dois penser en guesstimate. Et les guesstimates, c'est, tu penses en ordre de grandeur. Et l'important, c'est pas si tu as la bonne réponse ou pas, c'est ta manière de réfléchir. Voilà. Donc, moi, je dis pour le pricing, tu fais des offres standardisées avec à peu près des trucs dedans, un pricing à peu près, et tu tomberas jamais loin de la solution. Et au pire, bah, si le mec est pas content, tu négocies, quoi. Totalement. Bah, du coup, j'enchaîne avec le point numéro 4 sur la levée, le pricing. Ouais. Je pense que c'est un sujet hyper important. On a tous subi ça. Alors moi, pour la petite histoire, les 3 premières heures de mes formations, je les ai vendues entre 59 et 570 euros. Et du coup, je faisais des appels téléphoniques à chaque fois. Et dès que je sentais qu'un mec était chaud, je le vendais à 500. Et dès qu'un mec était un peu moins chaud, je le vendais à 59. Pourquoi ? Pour tester tout simplement le produit et pour voir si les gens étaient prêts à dépenser, à mettre la carte bancaire directement. Finalement, elle est passée de 570, j'ai enregistré de nouvelles formations et elle est passée à 1003 avec les CPF donc, à l'époque. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai défini mon pricing. Il y avait un conseil qu'on m'a donné de Denis Cohen, que je suis allé voir et que je salue, qui est le fondateur de Drop Contact, une très belle boîte d'enrichissement d'emails, avec lequel j'avais pris un café à Station F quand j'étais en déplacement là-bas. Je lui avais du coup expliqué mon pricing et il m'a dit un truc, il m'a dit « t'es trop cheap, multiplie ton prix par 4 ». Et j'ai dit non, mais les gens ils vont jamais payer pour aussi cher, etc. Il me fait non, c'est quoi ? Dans un mois, si personne ne t'a acheté, je te paye toute la différence que tu as perdue, que tu estimais, tu vois. Et il m'a dit tu me remercieras plus tard et dis-toi bien que c'est plus facile de baisser son prix que de le monter, tu vois. Et ce qui est vrai, en vrai, quand tu fais une prestation, c'est plus chiant, par exemple, un prestataire qui te dit, voilà, tu payes 1000 euros les 10 emails, par exemple, tu lui renvoies un message, tu dis, voilà, c'est 1005, fais chier, tu vois. C'est mieux de dire, c'est 1005, bon, écoute, je te le fais à 1000, tu vois. Donc, voilà, mettez le prix un petit peu plus élevé que ce que vous pouvez, et c'est vous une marge de négociation. Et la deuxième chose, c'est aussi que le prix... Alors, il y a 3 choses. La deuxième chose, c'est que le prix va être dépendant des services que vous allez donner à votre client. Vous ne pouvez pas donner de la qualité à un client si vous êtes mal payé, si vous n'êtes pas motivé. Donc, il faut aussi avoir ça en tête, de se dire combien est-ce que je suis prêt à être payé à l'heure pour rendre un travail de malade mental, tu vois. Et donc, du coup, si c'est 100 euros de l'heure et que tu es content et que en fait, tu te rends compte que voilà, tu fais un super travail avec 100 euros de l'heure, tu restes à 100 euros de l'heure. En revanche, si tu dis, putain, moi, il me faut au moins 150 euros de l'heure parce que j'ai d'autres projets à côté que celui-là, du coup, augmentez vos prix. Tu vois. Et c'est ce que font très mal les freelances et c'est pour ça que ça se transforme souvent en salariat déguisé et que c'est problématique pour eux. Le troisième point sur le pricing, c'est que c'est très peu souvent un problème de prix. Si quelqu'un vous dit c'est trop cher, c'est que c'est pas trop cher, c'est que la valeur que vous lui avez vendue n'est pas assez grande. Je m'explique, on a un studio de podcast ici par exemple, dans lequel on facture 30 reels en mode frigo, c'est-à-dire que quelqu'un se met devant vous et vous pose des questions et on vous donne 30 reels en 24 heures montés dans votre boîte mail avec une qualité Netflix, des micros Netflix, des caméras Netflix, etc. Quand on a commencé à vendre ça, le manager de ce studio a commencé à envoyer plein d'emails et les principales réponses que les gens répondaient, c'était « c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher ». Il nous a fait ce retour, je rappelle, sur le groupe WhatsApp, et il a dit « je pense que c'est trop cher ». Et il était convaincu que c'était parce que c'était trop cher, qu'il ne vendait pas. Je lui ai dit 2 choses. Je lui ai dit déjà, tu limites, tu divises l'offre qu'on a. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas 2000 euros pour 30 reels, on a 2000 euros sur 30 reels avec une qualité Netflix de caméra, donc 2 caméras, une qualité de reels avec un micro Netflix, on a 2 lights qui coûtent 2000 balles chacune, on a le montage, on a le truc, le machin, tu divises ça, finalement ça revient à 70 euros par vidéo, tu vois, ce qui est le prix global d'un montage de vidéo standard. Tu vois. Il a juste divisé le truc comme ça, et je lui ai dit, tu rajoutes une phrase, tu lui dis, si tu ne vois pas la valeur qu'on peut t'apporter avec ça, continue de le faire dans notre studio. Et ça, c'est un truc, tu vois, continue de le faire dans ton studio.
Et le mec va souffrir. Et tu le sais que la personne va souffrir parce que moi, je connais les problématiques des gens qui s'enregistrent tout seuls dans les studios. C'est que tu t'y mets pas. C'est qu'en fait, tu as plein de textes à donner, à scripter. Mais en fait, tu dis qu'il faut que tu scriptes. Mais c'est hyper chaud d'être front cam. Donc, tu procrastines, tu le fais pas. T'as pas envie de le faire non plus. Et donc, du coup, d'avoir quelqu'un, ça te débloque toute ta situation. Et c'est hyper valorisant. Il lui a envoyé ça et le mec lui a répondu, lui a dit ok, effectivement, maintenant je comprends, vous êtes limite pas assez cher, tu vois. On facture ça 2 000 euros et je pense que avant de baisser votre prix, il faut essayer au maximum d'apporter de la valeur dans votre offre. Et alors pour apporter de la valeur, vous avez plusieurs points. Le premier point, c'est de rajouter effectivement des bonus, par exemple. C'est-à-dire, bah voilà, exceptionnellement. Je vous offre une newsletter en plus si vous signez avant ce soir, tu vois, pour accélérer le closing. Je vous offre, je sais pas, ça peut être des garanties. Je vous garantis 100 000 vues sur votre montage vidéo ou je vous garantis X trucs sur votre montage vidéo. Voilà. Et ça, je pense que ça peut vraiment aider les gens à se déculpabiliser. Je pense que moi, j'avais un hack, c'était de commencer avec un prix. Là, je te dis au tac, au guest feeling, comme tu l'as dit, combien tu le vendrais. Tu me dis par exemple 50 euros. Tu le multiplies par 3, 150. Et tu essaies de le vendre à 150. Si tu n'arrives pas à 150, tu le baisses. Vraiment, tu vois, mais il faut que tu essayes vraiment de le vendre à 150. Parce que tu as aussi le syndrome de l'imposteur, qui est hyper présent chez tous les entrepreneurs et qui est très difficile à s'en défaire, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je pense que oui, sur le pricing ou pas? Bah, pas tant que ça, non. Pricing, non, Comment tu définis tes pricing devant? Toi, tu les définis vachement au gut feeling, quoi, en fait, non? Ouais, mais parce que j'ai commencé à avoir de l'expérience. Ok. Non, Numéro mais 5. ouais, bah, les pricing, non, mais je pense à la valeur moi, je suis pas un grand fan du TJM. J'ai jamais rien vendu au TJM. Donc, TJM, toujours on a les moyens. Je sais pas pourquoi les gens fonctionnent beaucoup, tu vois, la journée. Et en disant, ouais, ça va me prendre tant de jours, une demi-journée, une journée. Du coup, c'est facile pour eux. Moi, je fonctionnais plutôt à l'heure, tu vois. Je trouve que c'est toujours plus facile de fonctionner à l'heure, tu vois. Donc, quand je donnais des cours d'échecs, je fonctionnais à l'heure. Quand, tu vois, le TGM, en fait, c'est plutôt pour des développeurs à la journée. On va se dire, bon, tu fais une journée sur site. Sauf que je trouve que ça dévalorise parce qu'en fait, quand tu passes une journée quelque part et que tu le fais régulièrement, 5 jours par semaine, pour les développeurs freelance, au final, t'es pas productif les 8 heures. Tu vois, souvent, c'est de la maintenance un peu, donc les TGM sont baissés. Alors que quand tu fais 1 heure avec quelqu'un, en 1 heure, tu peux apporter énormément de valeur d'un coup, tu vois. Et donc, quand tu factures à l'heure, bah, c'est normal que ce soit plus cher. Donc, moi, je me suis plutôt facturé à l'heure ou à la valeur globale. Et en général, bah, le pricing, je fonctionne en ordre de grandeur, quoi. Si tu vends, tu vois, 1 heure, bon, bah, ça va être, tu vois, je sais pas, si t'es freelance, ça va être entre 30, tu vois, 30 euros, 150 euros. Bon, ça, c'est, tu vois, entrée de gamme jusqu'à pas mal quand même. Au-delà de 150 euros, ça, tu vois, c'est des mecs qui commencent à être expérimentés. Et après, bah, 250 ou 500, tu vois, souvent, c'est quand même des boss. Et après, bon, bah, t'as les mecs, tu vois, t'as les Obama ou des consultants tu vois, en leadership ou des consultants en stratégie. Bon, bah, là, tu peux monter parfois à plusieurs milliers d'euros l'heure, mais ça, c'est une autre galaxie. Mais globalement, bah, voilà, tu vois, les monteurs vidéo, bah, monteur vidéo, là, il est à 40 euros de l'heure, tu vois. L'assistante, elle est à 60. Tu vois, c'est quand même des beaux pricing déjà. Et au final, on les paye, parce que nous, ça nous va, on veut bosser avec des gens, voilà, qui sont bons. Mais bon, c'est sûr que il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, vous êtes moins cher. Pardon, il y a quelqu'un qui est moins cher. Bah, de toute façon, quand les gens disent, oui, mais il y a tel pays, il y a tel truc qui va faire moins cher, etc., ces gens, ils vont vous casser les couilles. Voilà. Donc, raisonner par ordre de grandeur. Je n'ai pas spécialement plus à dire là-dessus. Tu as bien résumé. Ok. Le boss. Numéro 5, à toi. Alors, numéro 5, je dirais, l'erreur, c'est de ne pas faire de prospection. En fait, beaucoup de freelances sont super, et d'entrepreneurs sont super passifs, tu vois, dans leur approche. Ils se disent, alors moi j'ai fait mon site internet, j'ai bien fait tout mon truc sur Instagram,
je sais pas, mon logo, ou alors mon profil sur Malte, et j'ai pas de clients qui arrivent, tu vois. Et frère, l'idée, c'est pas de se dire, genre, y a pas de gens qui viennent, ah putain, c'est trop dur, c'est vraiment pas de chance, hein. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu laisses aux événements et à ta destinée, on va dire, le soin de décider à ta place de ce qui va t'arriver. Alors que je pense que un bon entrepreneur, soit il se dit, enfin, il réussit à faire tourner son offre bien assez vite, et si je veux dire, s'il n'y a pas de lead ou autre, bah, soit il change son offre et il va vendre des fraises, ce que j'appelle vendre des fraises, c'est-à-dire aller faire un truc qui ramène du cash. Soit il se bouge le cul et s'il y a un marché, et à ce moment-là, il va trouver un client. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as un marché et tu es bon et tu vas trouver des clients, soit il n'y a pas de marché, et à ce moment-là, tu n'es pas sur le bon truc et il faut que tu changes. Tu vois. Sauf que nous, on peut pas. Enfin, les gens au début peuvent pas lever de fonds. Il y a moins de 1% des entreprises qui lèvent des fonds. Donc ce mythe de la Silicon Valley, là, de l'entreprise qui met 2 ans à se payer, faut arrêter avec ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Il va falloir vous payer. Et même maintenant, de toute façon, c'est hyper dur de lever. Parce que, voilà, pour plein de raisons, mais ils pourraient faire les business rentables. Et si vous êtes sur le bon marché, il faut prospecter. Parce qu'il faut prospecter pour aller chercher vous-même votre pipeline de clients. Et si vous allez parler à tous les clients et qu'il n'y a personne qui veut votre truc, à un moment, il y a un problème. Soit votre offre répond pas à un besoin, soit vous êtes nul. À ce moment-là, bon, bah, si votre offre répond pas à un besoin, bah, faut pivoter et faut vendre autre chose. Et si vous êtes nul, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est que bah, il faut probablement aller sur un truc moins concurrentiel ou autre, tu vois. Je sais pas. J'en parlais hier avec Emmanuel Bismuth, il me parlait de... Il me dit, en fait, il y a des gens, ils sont pas nuls, ils sont juste mal éduqués, tu vois. Tu vois, si tu t'arrives en retard, tu dis pas bonjour, tu parles mal, tu fais des fautes d'orthographe, bah, tu vois, t'as beau être super fort dans ta compétence, ça va être difficile si t'as pas le savoir-être. Mais je pense que tout le monde peut s'en sortir quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça, faites de la prospection. Ne dites pas, ah non, mais moi, j'aime pas démarcher. Personne aime démarcher. Tu vois, personne aime aller dans la rue et aller commencer à discuter avec tout le monde parce que t'as peur de te prendre un vent, tu vois. Et évidemment que tu te prends des vents en business, mais t'as pas le choix en fait. Sinon tu retournes salarié. Donc il faut prospecter avec des messages simples et surtout ne pas rester passif. Totalement d'accord. Il y a un élément que tu as dit qui me fait une transition sur le numéro 6, qui serait d'éviter de trop processer son business, de trop le réfléchir et de le lancer très rapidement sur le marché. Et je pense que c'est beaucoup d'état d'esprit. Et du coup, pour avoir un bon état d'esprit, ce que je recommanderais, et que moi, ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, c'est de créer un réseau d'entrepreneurs, de potes à vous, ou de gens que vous aimez bien, même sur LinkedIn, vous les identifiez assez rapidement. Ou alors d'appeler des relations, des potes qui ont fait des freelances, etc. Et vous leur faites une espèce de groupe WhatsApp dans lequel vous vous entraidez, vous donnez des conseils, vous rejoignez des communautés. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous payez des formations. Franchement, n'hésitez pas à prévoir un budget au moins de 3 000 euros, tu vois, pour se payer des formations en ligne. Tu vois. Enfin, franchement, arrêtez les formations CPF et tout, c'est de la merde. Ça n'a jamais marché. Ça se saurait si les gens qui sortaient de ces formations-là étaient... Il n'y a jamais un entrepreneur que j'ai rencontré qui m'a dit j'ai payé une formation CPF, ça m'a rendu riche, tu vois. Genre, enfin, ça n'existe pas. Parce que les modalités d'avoir le CPF sont faites par des gens de l'ENA. Donc clairement, bah, c'est pas très entrepreneurial, c'est très suivi à la culotte, c'est souvent des arnaques, c'est très low level. Et qu'en fait, quand tu rentres du cash, moi je l'ai fait le CPF, hein, donc je sais ce que c'est. Hein. J'ai pas changé ma formation pendant. Enfin, ma formation était moyenne, tu vois, jusqu'à ce que j'utilise le CPF. Elle est devenue excellente quand j'ai changé le CPF, tu vois. Genre, enfin, j'ai arrêté le CPF. Parce que tu as une responsabilité vis-à-vis des gens qui investissent en toi, en fait, tu vois. Avant, c'était gratuit, donc tu disais, bon, ça va, c'est gratuit, il va pas se plaindre. Mais du coup, là, aujourd'hui, quand tu te fais payer en cash, tu as une responsabilité. Donc voilà, entourez-vous de gens, créez-vous un petit groupe WhatsApp avec des gens du même niveau et des gens un petit peu avancés. Il en suffit de quelques-uns pour que ça fasse péter.
et investissez dans des formations, des concepts qui vous parlent. N'hésitez pas à vous former parce que c'est le truc qui va vraiment vous faire gagner du temps, quoi. Bien sûr, vous allez avoir de la merde, hein, donc Ouais. forcément, il va y avoir des trucs qui vont vous faire chier parce que vous avez claqué de la thune dans un truc rien. Mais investir en soi, pour moi, c'est vraiment le truc. Voilà. Surtout Même qu'il y a- l'intention de payer, en fait, et de regarder ce qu'il y a derrière, Mm. tu vois, de regarder comment est-ce que son business tourne et comment est-ce Ouais. que ça marche, ça vous donne une vision beaucoup plus claire, tu vois, de ce que vaut, par exemple, Mm. un truc qui fonctionne. Et par exemple, ma formation, tu la payes, tu dis, OK, bon, bah, il y a des gens qui la payent 900 euros, 850. Qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que les gens sont aussi contents, tu vois. Ça te donne, tu vois, des inspirations, quoi. Ouais. Donc voilà, entourez-vous de gens et créez votre écosystème et formez-vous, quoi. En gros, ça fait plusieurs points dans un point, mais voilà, 6, du coup, à 7, Ouais, 7. sur le network, bah, justement, je pense que le point que j'allais dire est assez proche de ça. C'est un point relationnel aussi. Donc, c'est l'erreur numéro 7, je pense, que font beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, c'est se cacher. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais donner l'exemple d'une nana, je vais l'appeler Solène. C'est pas son vrai nom. Solène, elle bossait dans une entreprise qui s'appelle Faber Novel. Donc elle était consultante, elle a monté son entreprise. Moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai vu une fois par hasard sur LinkedIn qu'elle avait monté son truc. Du coup, elle n'a pas communiqué. Finalement, ça n'a pas trop marché. Donc ça a duré je sais pas, un an et demi. Finalement, un jour, je vois que sur LinkedIn qu'elle s'est remise dans une boîte et en fait, elle est redevenue salariée. Au final, j'ai jamais su qu'elle avait lancé sa boîte, j'ai jamais su qu'elle avait fermé. Et je pense en fait que probablement qu'elle s'est cachée, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu lances un projet, tu as un peu deux types de personnes. Tu as ceux qui le crient sur tous les toits, t'entends que eux, tout le monde le sait, etc. Limite, ils te saoulent. Et tu en as d'autres, ils lancent un truc et limite, tu dois leur demander où ça en est. Et en fait, c'est quand même problématique si les gens doivent te demander où en est ton projet. Tu vois, alors c'est ton job de communiquer ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent, ils ont un peu honte. Ils préfèrent communiquer que quand ils commencent à réussir, etc. Du coup, ils ne demandent pas d'aide. Ils parlent jamais de leur activité. Ils parlent jamais non plus de leurs difficultés. Ils communiquent pas sur les réseaux sociaux sur ce qu'ils font. Ils prospectent pas. Et ils se cachent, en fait. Et je pense que c'est un peu dû au fait de la peur de l'échec. Et aussi souvent la peur de déranger. Et en fait, c'est bizarre, mais quand les gens communiquent sur leur projet, c'est fou à quel point le nombre de gens veulent t'aider. Tu vois. Et moi, il y a énormément de gens qui, putain, ils ont communiqué et tu vois, ils m'ont dit, ah, mais c'est fou, grâce à vous, j'ai reçu tellement d'aide. Tu vois, un tel a parlé à son oncle et son oncle m'a trouvé un truc. Tu vois, j'ai une pote aussi qui s'appelle, je vais pas donner son nom, c'est un peu, mais qui s'appelle, on va l'appeler Marie. À un moment, elle trouvait pas de mission, tu vois, en no-code. Et du coup, ben, elle a fait une newsletter en disant, ben voilà, je suis un peu en galère, j'ai pas de mission en no-code, etc. Et tu vois, finalement, bah, les gens qui regardent un peu cette demande à l'aide, cet appel à l'aide, se disent, ah bah voilà, ben justement, ils relayent la demande, etc. Et en fait, finalement, elle a trouvé 2 missions super vite, ça lui a rapporté 3000 balles. Et tu vois, elle est restée à flot et après, elle a retrouvé des clients, etc. Donc, je pense que l'erreur que font beaucoup de primo-entrepreneurs, c'est ne pas communiquer, ne pas demander de l'aide, ne pas informer son réseau et son ancien réseau qu'ils se lancent ou qu'ils font ça. Et donc, je pense que c'est une erreur, c'est se cacher. Très vrai. Ouais, et puis même se cacher, on en a parlé récemment, mais se cacher aux yeux des entrepreneurs, entre guillemets, je t'avais raconté cette histoire, mais c'est aussi commencer à être actif et commencer à venir supporter les personnes dans vos réseaux que vous admirez un petit peu, tu vois. On disait, nous, les gens qui commentent nos posts, par exemple, les gens qui vont commenter cette vidéo, on les voit, on sait qui c'est, et vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'a pas quand même des milliers de commentaires, et même si on en a 300, on arrivera à identifier quelqu'un qui commente, tu vois, souvent nos posts, quoi. Et souvent, ces personnes-là, si on les voit passer sur nos profils, bah, pour les remercier, entre guillemets, on leur envoie soit de la force avec un like, soit un petit commentaire. Et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en faisant ça, en donnant plus et en montrant. En fait, il faut occuper de l'espace, il faut créer de la comment dire, de la mobilité, de la traction. C'est-à-dire, il
faut créer du mouvement en fait dans l'entrepreneuriat. Il faut être très humain aussi. Moi, là, par exemple, les principales fois où j'ai invité des gens dans mon podcast, à l'époque sur ma chaîne YouTube, c'est parce que les gens m'avaient envoyé un message, c'était j'adore ta chaîne YouTube, bravo. Tu vois. Je regarde son profil, je vois qu'il est cool, je vois qu'il a des choses à dire. Jordan Chenevier, que je l'ai invité comme ça dans mon podcast. Je fais, vas-y, je serais chaud pour que tu viennes dans de ces quatre. Et du coup, ça a marché, tu vois. Ça a créé un intent, tu vois. Donc, il ne faut pas hésiter à créer des intents. Il y avait aussi une histoire de, dans votre entreprise, de suivre des gens, tu vois, au quotidien, donc des influenceurs ou des gens comme ça. Et par exemple, c'était, comment il s'appelle, Damien Morin de Mobile Club. Donc, Damien Morin, qui est un entrepreneur, qui a monté Save, qui a monté du coup Mobile Club, qui est de la location de smartphones en leasing, à peu près. Et lui, il avait, suivi un influenceur, dont je ne me rappelle plus lequel c'était, qui avait cassé son téléphone. Et il lui avait envoyé un message en MP en lui disant Hello, bah, t'as cassé ton téléphone, on est Mobile Club, passe nous voir, on t'offre un abonnement à vie, tu vois. Bah, tu vois, t'as un intent comme ça qui est ouf, en vrai, genre c'est smart. Donc en fait, il ne faut pas hésiter aussi à créer vivre son projet, tu vois, genre, et l'incarner sur les réseaux et aussi, comme tu l'as très bien dit, en ligne. J'enchaîne sur le point numéro 8, qui pour moi est un point qui a été validé dans ma formation sans forcément que je m'en rende compte et par beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gros hacking a un aspect assez magique. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai montré le hack que j'étais en train de créer. Tu le regardes et tu vois la réaction des gens, tu dis waouh, mais c'est trop stylé, tu vois. Et genre, comment c'est possible, tu vois, c'est incroyable, je savais pas que c'était possible de faire ça, etc. Donc, tu as un espèce tu vois, de aha moment, on appelle ça, tu vois, qui t'éblouit très rapidement avec le gros hacking. Et du coup, pour moi, dans l'entrepreneuriat, tu as 3 étapes. Le premier, c'est effectivement de trouver un problème. Donc moi, le problème, c'est que les entrepreneurs ne savaient pas entreprendre et ne savaient pas lancer un business en utilisant des techniques qui leur permettaient d'aller plus vite. Deuxième, c'est essayer de résoudre ce problème en faisant une formation en ligne, tu vois, donc avec une solution. Troisième, c'est résoudre ce problème, tu vois, donc être sûr que ça résout le problème en voyant les résultats de tes clients. Et là où tu vas faire la différence, c'est dans l'étape 4, c'est voir des élèves ou voir des clients dépasser les résultats qui s'étaient fixés initialement. Si tu arrives à faire genre 20-30% de mieux que ce que tu leur avais promis, tu vas avoir un bouche-oreille et c'est là que tu vas devenir une légende, tu vois. Et je pense que c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup, c'est-à-dire on va dire moi je suis payé juste pour faire ce qu'on a dit, tu vois. Alors qu'en fait si tu over-deliver le truc et que la personne tu l'aides encore plus que ce que tu lui avais promis, tu es sûr que la personne va te recommander à tout son réseau. Et d'autant plus, il ne faut pas hésiter à lui demander si c'est le cas. Tu vois. Pas hésiter à demander des reviews, si la personne t'envoie du love, etc. Ou à te demander de t'introduire du réseau. Et enfin, la 5e étape, c'est d'aller identifier de nouveaux problèmes pour ses clients pour créer de nouvelles offres. Tu vois. Pour ça, c'est dans une deuxième étape. Je recommande de le faire au moins dans les 6 prochains mois, après avoir validé sa première offre, créer de nouvelles offres. Mais en tout cas, le fait de surdélivrer sur un client à partir de son offre est pour moi le meilleur moyen d'avoir un business stable et rentable et de la recommandation et donc du coup de l'acquisition gratuite. Voilà. Ouais, très bien. Toi, par exemple, tu fais des millions d'abonnés avec tes frameworks, tu vois. C'est sparkling, quoi, il y a un truc magique. Donc comment il s'appelle ton conseil numéro 8 ? Je le nomme. Il faut pas. L'over delivery, quoi. Je l'appelle l'over delivery. Oui, donc ok, donc en fait c'est surdélivrer. Ouais, voilà. Donc en fait c'est délivrer plus que ce que tu promets, c'est ça ? Ouais. Ok. Ok, bah écoute, moi j'en ai un sur le 9. Je sais pas comment l'appeler, mais je vais l'appeler Don't Die. En fait, je pense qu'il y a trop de primo-entrepreneurs qui se laissent mourir. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Daniel Vassallo qui est « The goal is to stay one more day in the game ». Tu vois, le but, c'est juste de rester un jour de plus dans le game. Et tu vois combien de gens je vois, ils me disent mais tu vois, je ferme ma boîte, je dois faire ci, je dois faire ça. Oh, c'est la défaite. Et puis, tu vois, et du coup, ils retournent bosser je sais pas où, tu vois. Et franchement,
si tu as un resto ou un truc comme ça, tu vois, qui a les coûts qui s'accumulent ou les charges ou autres, si tu es dans un business digital, le but c'est d'avoir des coûts très faibles pour en fait, si ton business est dans la merde, que tu n'accumules pas des dettes ou des trucs comme ça. Et je pense en fait que je vois trop de gens se laisser mourir. Et c'est un peu facile à dire, mais je prends l'exemple d'une nana qui est elle se présentait comme rédactrice web, tu vois. Donc, et un jour, en fait, j'apprends qu'elle rejoint une entreprise en salarié et en fait, elle le dit que c'était trop dur, qu'elle n'arrivait pas à attirer des clients, qu'elle n'arrivait pas à faire entrer ses offres, etc. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de lui dire, je me permets pas, parce que c'est déjà assez difficile, mais si c'est si dur que ça, pourquoi tu fais pas autre chose, en fait, tu vois? Et je pense qu'il y a des gens, ils restent trop dans ce qu'ils savent faire et dans ce qu'ils ont promis pour garder une sorte de cohérence. Mais tu vois, demain, si nos business marche pas, bah, franchement, moi, je préfère aller vendre des framboises, mais que c'est mes framboises, plutôt que retourner bosser dans une boîte, tu vois. C'est mon choix. Mais parce que pour moi, c'est important et c'est un principe cardinal de rester dans l'entrepreneuriat et de rester maître de son temps, tu vois. Je dis pas que, tu vois, vendre des framboises, ça va être mon kiff, mais si c'est ça qui vend, et si c'est ça qu'il faut faire, je le ferai jusqu'à ce que je retourne le bateau pour, tu vois, repartir sur un truc qui me plaît plus. Et tu vois, donc c'est un principe sur l'ikigai. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 points cardinaux de qu'est-ce que fait ton bon-off business. Donc, il y a ce que vous savez faire, il y a ce que vous aimez faire, il y a ce dont le monde a besoin, et il y a ce pourquoi vous pouvez être payé. Et je pense que cette rédactrice web, elle se posait trop la question de ce qu'elle sait faire et ce qu'elle veut faire. Et elle oubliait, c'est un truc qui est très souvent oublié, elle oubliait ce dont le monde a besoin et surtout ce pourquoi tu peux être payé. Et du coup, ben, elle s'est laissée mourir en fait. J'appelle ça le syndrome de l'artiste fauché, c'est-à-dire tu préfères mourir avec tes idées plutôt que vivre en faisant des compromis. Et je pense que c'est un truc où je me dis, mais c'est pas parce que, même si vous avez fait 5 ans d'études, 10 ans d'études dans un truc, il n'y a rien qui vous retient si vous avez envie de faire autre chose, surtout si vous avez besoin de faire plus de cash. Et aujourd'hui, bah, en fait, surtout que tu peux te former super vite à un truc, tu vois, donc soit du montage vidéo ou j'en sais rien, tu vois, je dis montage vidéo parce qu'on est dans le montage vidéo, mais tu vois, des monteurs vidéo, il y en a plein, et pour autant, il n'y en a jamais assez, il y en a toujours trop, tu vois. Il y a toujours des mecs qui vont galérer, et d'un autre côté, nous, on galère toujours à trouver des bons monteurs. Mais, et je suis sûr qu'une personne super smart, qui a une bonne éthique professionnelle, elle se lance en montage vidéo, bah ça va pas forcément être la moins chère, ni la plus chère, ni le meilleur, mais certainement pas le moins bon, est capable de trouver probablement des clients. Et s'il trouve pas de clients, bah, il fait autre chose. Mais ne pas jamais se laisser mourir, quoi. Ne jamais se mettre, toujours identifier les zones avant sur le fait où tu sens que tu vas mourir. Et l'important là-dessus, c'est de garder ses coups faibles. Parce que tu sais que si tu as un coup dur, tu peux toujours, tu vois, surfer un peu en dessous de la vague, tu vois, ou fly under the radar. Tu vois, si tu dis, bah, si à un moment tu as une panne sèche, tu n'as pas d'argent, il faut que tu dises, bon, bah, je vais vivre avec très très peu, tu vois. Mais ne jamais se laisser mourir, ne jamais être à court de cash. Cool. Ça me rappelle. Ouais, non, mais vas-y. Mais j'allais dire, quitte à faire des choses qui te plaisent pas. Ouais, totalement. C'est ce que je disais, c'est la différence entre la motivation, la détermination et même la discipline. Tu vois, c'est ce que disait un de mes potes la dernière fois. Je lui disais, mais tu devrais faire ça, tu sais que ça marcherait. Il me dit, oui, mais j'aime pas le faire. Ouais. Je fais, arrête de me dire que t'aimes pas le faire. Et regarde, t'aimes bien courir? Il me dit, non, je déteste courir. Je fais, ok, je te donne 10 000 euros, tu fais le tour de pâté maison pendant 2 heures, tu cours. Il me dit, bah oui, je le fais pour 10 000 euros. Donc du coup, voilà, t'es pas motivé. C'est pas une question de motivation, c'est une question de combien ça va te rapporter, tu vois. Donc si t'arrives à trouver le moyen d'être motivé pour faire quelque chose, fais-le. Et moi, c'est ce que je me dis, tu vois, les gens, ils me disent, oui, mais toi, t'as une discipline, toi, t'as la motivation. Je fais, les gars, en fait, moi, j'ai enregistré 10 heures de vidéo en 2 jours. Genre, vous croyez que ça me fait plaisir de faire ça? Tu crois que je doute pas quand je l'ai fait, etc. Tu crois que je le fais comme ça et je sais que ça va marcher? Pas du tout. En fait, ce que je me dis, tous les jours, tous les matins, quand je me réveille à 7 heures, j'ai pas le putain de choix de le faire. Et je sais ce que ça va m'amener dans le futur, tu vois. Et du coup, c'est la différence de la motivation. Je me motive par le reward que je vais avoir, tu vois. Et je pense que, ouais, beaucoup de gens se laissent crever parce qu'ils font
fait, ils courent sur un tapis de course, tu vois. Et ils savent que ça marche pas, mais ils continuent de courir dessus, tu vois. Et je pense qu'il faut sortir du tapis pour aller accélérer. Et quand je parle d'accélérer, c'est sur un chemin et vous commencez à avancer quand vous gagnez du cash, quoi. Donc, du coup, c'est voilà la petite parenthèse. Du coup, je clôture Allez. le 10e. Un truc que j'ai fait, alors c'est plutôt un 2 en 1, mais méfiez-vous de l'environnement dans lequel que vous allez créer. Il y a des déceptions qui peuvent beaucoup vous toucher. Faites attention de bien repérer les red flags chez les gens, de ne pas faire confiance à trop de gens, de ne pas perdre de temps, de ne pas accepter tous les calls par synergie. Votre temps est ultra précieux et vous devez absolument être concentré sur votre business. Arrêtez de croire que les gens vont vous aider. Vous êtes tout seul. C'est dur à dire, mais vraiment, vous êtes tout seul. Et la meilleure manière d'attirer des gens à vous talentueux, c'est de commencer à faire des choses talentueuses tout seul. Donc voilà, faites attention à bien vous entourer, à rester concentré. Moi, je disais souvent ça aux gens, c'est que moi, ensuite, en fait, quand je travaille, je me mets dans un tunnel noir, il y a une lumière au bout, et je cours dedans, tu vois. Il y a des mecs qui arrivent et qui disent ah, des synergies, et des potes qui disent ah, tu peux m'aider. Non, je suis dans mon tunnel et tu rentres pas, tu vois. Et tant que tu n'as pas cette discipline-là de dire non aux gens et de t'assumer, à savoir que ta valeur est plus importante que le temps que tu vas perdre avec cette personne, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses ou même de penser que ton business est dépendant de quelqu'un. Il est dépendant que de toi et c'est tout, de ton capacité d'exécution, de ta capacité d'adaptation. Donc n'attends pas des autres qu'ils te rendent riche, il n'y a que toi qui peux te rendre riche et le système est suffisamment bien foutu pour ça, pour le coup. À part si tu veux jouer au loto ou à l'euro million. Ouais. T'es d'accord? Non, mais sur l'entourage, Ouais. ouais, c'est ouf. T'as perdu des potes, toi, un peu? Ouais, ah, je t'en ai parlé. Ouais. Bah, Toi aussi d'ailleurs. ouais. Franchement, il y a des... Ouais, il y a des gens qui m'ont déçu quand même. Ouais, et puis en fait, ça te déconcentre d'être déçu, tu vois. Ça te En- donne... ça te tend, ça te frustre, Ouais. ça te rend Ouais. triste, ça te rend moins productif. Bah, Vraiment avoir les idées claires, quoi. tu vois, il y a le côté... Il y a deux types de personnes quand tu commences à faire des trucs, tu vois. T'as ceux qui te disent bravo mec, chapeau, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Franchement, mec, c'est bien, tu fais des trucs, bravo, ça m'inspire et tout, tu vois. Et il y en a pas tant que ça. Et après, les deuxièmes types, c'est du passif agressif, tu vois. Ça va être des gens qui vont t'avertir, tu vois. Ah, tu fais ça, mais attention. Ou qui vont te trouver des excuses. Ah, ou, tu vois, ah, mais tu fais ça, mais c'est facile pour toi, parce que, tu vois. Ou des gens qui vont dire, tu sais, qui vont te culpabiliser, le guilt trip, tu vois. Ah, mais t'as plus de temps pour nous. Ah, mais maintenant que t'as ton business, là, ça y est, on n'est pas assez bien. Et en fait, la deuxième type de personne, souvent, ils vont toujours trouver le moyen de dire que c'est ta faute. Et à des moments, tu te dis, mais. Et en fait, à force, la personne, elle dise des trucs passifs-agressifs, elle te casse les couilles. Au bout d'un moment, t'es là, mais. Mec, qu'est-ce que tu fais, en fait? Et moi, en fait, ça est arrivé à un point où je me dis, mais. Putain, cette personne me fait du mal, tu vois. Et tu lui dis, parfois elle comprend. Et le pire, c'est. Et là, souvent, c'est là où tu vois que. Faut couper les ponts, c'est quand tu dis à la personne qu'elle te fait du mal, soit elle agit, elle réagit et elle ajuste le comportement. Et voilà, tu ne demandes même pas qu'elle s'excuse. Soit, et là souvent, moi c'était le red flag ultime, c'est quand la personne ne comprend pas et va te culpabiliser. Bah, soit en disant ah mais c'est toi, bah, aussi tu fais ci, ça c'est le pire, tu vois. C'est la personne qui n'écoute pas, tu vois, elle te blâme. Ou tu vois, ou l'autre qui, alors ça c'est le pire, c'est t'es trop sensible. Ouais, qui va jouer en fait, hein, qui va rire de ta frustration. Ouais. Et là, et du coup, souvent, le pire, c'est que souvent, ces gens qui, justement, attendent le point où ça pète pour te dire un truc, souvent, déjà, ils ont beaucoup de conscience d'eux. Et si quelqu'un leur dit, ah, mais c'est parce que t'es trop sensible, t'es stressé, le premier truc qu'ils vont se dire, c'est, attends, est-ce que je suis stressé, est-ce qu'il a raison, tu vois, au lieu de l'engueuler. Et de lui dire, non, non, tais-toi, écoute-moi, tu vois. Et t'en avais parlé la dernière fois, le truc de, si quelqu'un est ton pote
et qui dit, bah voilà, là, t'as fait ça, ça m'a un peu gêné. Voilà, s'il te plaît, enfin, le refais pas. Tu vois, ça, je trouve que c'est bien, ça veut dire que tu as des bonnes boundaries, des bonnes frontières. Bah, si la personne te commence à s'offusquer, à se braquer sans essayer de comprendre, c'est très mauvais signe, quoi. Alors, et je pense que le meilleur comportement, c'est de dire, ok, bah, je note que ça te gêne et excuse-moi, ou non, parce que pas. Et, mais tu vois, c'est ce que on dit souvent, ce que tu dis souvent, la perception versus la perspective. Parce que tu peux avoir la perception, ou moi, que ce que j'ai dit n'est pas offensant, mais la perspective globale, c'est que ça t'a fait chier. Et du coup, je suis dans ma perception, tu vois. Bref. Le truc le plus difficile pour moi, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre pour dire les choses. Ouais. La formule magique pour dire n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. Et je crois que c'est la communication non agressive. Ouais. Il y a déjà un framework qu'on peut s'inspirer, tu vois. Je crois que c'est tu as fait ça, et quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça. Et du coup, de me sentir comme ça a fait. C'est un truc trop long, tu vois. En fait, ça dure 1 heure pour expliquer quelque chose, mais ça peut aider aussi, tu vois. Parce qu'effectivement, tu dis là, tu m'as fait chier. Le mec, il dit, mais ça va, genre, parle-moi mieux, tu vois. Genre. Et il y a des gens, moi, tu me dis, là, tu m'as fait chier. Je fais, ah ouais, pourquoi, tu vois, genre, je suis beaucoup plus calme que les gens, par exemple. Et du coup, tout le challenge de vivre ça et de prendre conscience, de mettre là en avant les limites que tu veux mettre avec tout le monde, hein, ta famille, tes amis, ta petite copine, et dans le challenge le challenge réside dans la capacité à dire les choses de la bonne manière à l'autre, et de savoir bien lire comment elle va interpréter. Exactement. Bah, dans la communication non violente, en fait, tu te dis pas tu m'as blessé, tu dis tu as dit ça et je me suis senti blessé. Tu vois, c'est-à-dire en fait, tu n'as pas fait l'action de me blesser, c'est ma réaction a été d'être blessé. Peut-être que ma réaction, tu vois, et là tu dis donc en fait c'est une réaction qui m'appartient. Peut-être que elle est bonne ou mauvaise, mais il se trouve que ce comportement chez toi a fait ça. Donc je suis désolé pour que ça m'ait blessé. Si ça te dérange pas, bah de pas le refaire, etc. Ça, tu vois. Et si la personne se dit ouais mais c'est ton problème, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, bon bah tu vois, c'est à dire qu'elle a pas l'empathie nécessaire. Et c'est comme ça en fait moi que j'ai commencé à me quitter un peu de l'entourage. Le truc, c'est que parfois, tu dis le truc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand la personne, vraiment, elle fait aucun effort, et parfois, tu te dis, mais putain, t'as rien compris, quoi. Et, mais ça n'empêche pas que à chaque fois que j'ai dû me séparer de quelqu'un, c'était super douloureux. Parce que quand tu fais moi, quand je fais une séparation, sensible, hein, ça me coûte, tu vois. Et je me dis, putain, mais je me suis tellement investi avec cette personne. Et tu dis, mais en fait, ça se trouve, c'est vraiment moi qui. Et peut-être qu'on peut sauver le truc, etc. Et moi, j'essaie souvent d'amener le truc jusqu'à le sauver, au plus possible, tu vois. Et par contre, quand j'ai pris la décision, au moment du point de rupture, genre, c'est vraiment que ça m'a saoulé et ça m'a blessé et que j'essaie de tourner le problème dans tous les sens. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que quand le point de rupture est franchi, je reviens pas en arrière. Tu vois. Pour moi, si t'es hors de ma vie, c'est terminé. Tu vois. Et même si parfois je me suis dit que ce serait bien de donner une deuxième chance ou autre, souvent, bon, j'en ai donné pas 2, j'en ai donné 8, tu vois, mais souvent, quand j'ai pris la décision, j'ai même plus l'aval de mes sentiments et de mon cœur de laisser une nouvelle chance, et souvent c'est dead, tu vois. Ouais, moi je suis un peu comme ça. Après, je suis quelqu'un de très. Je suis pas du tout rancunier, donc. Moi, je suis très rancunier. Ça peut m'arriver de pardonner à des gens qui m'ont trahi, très souvent d'ailleurs. Est-ce que tu as un dernier bonus avant qu'on clôture le truc? Non? Ou on arrête là? Bah, non, mais là, sur l'entourage, qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Peut-être un dernier truc, c'est ce que je vois entre la différence entre les entrepreneurs débutants et les entrepreneurs expérimentés. Il y a quand même un truc, c'est la vitesse. Et c'est même pas la vitesse d'exécution, c'est la vitesse de prise de décision. Tu vois, d'aller d'un truc A à un truc B. Tu vois, on en parlait, on peut donner l'exemple de ce podcast où, franchement, vous m'avez quand même donné une masterclass. Je me suis senti, en fait, assez early, on va dire, dans mon stade de développement. C'est que, quand on a fait ce podcast, je suis arrivé à un dîner
dans ce dîner, vous m'avez parlé d'une possibilité d'investir dans le podcast et tu vois, de cofonder le studio de podcast. À l'époque, on n'avait pas de bail, donc on n'avait pas de mur, on n'avait pas de société, on n'avait pas de fonds de commerce, on n'avait pas de matos, on n'avait rien. On avait juste une idée, faire un studio de podcast à Lisbonne. Et ce truc qui a germé dans la tête, qui était juste un projet, la différence entre quelqu'un qui est primo-entrepreneur et quelqu'un qui est expérimenté, ça va être la vitesse d'exécution et de prise de décision. Et genre, 2 semaines après, tu vois, on avait un bail. Une semaine après, on avait un bail avec un bail. On a visité les locaux. 12 décembre. Tout était vide, il n'y avait rien. Ouais. Tu vois, quelques semaines après, la société était créée. Tu vois, très vite, alors qu'au début, il y en a qui voulaient faire des travaux, et on a pensé un peu, tu vois, en produit minimum viable. On a acheté le tapis, on a acheté tu vois, les caméras. On s'est formé parce qu'on ne connaissait pas. On connaissait rien. On savait les rien matos faire. et tout, là, on s'est entouré, on a payé des gens aussi pour venir nous former et tout. Quoi. Ouais. Genre, on a acheté des tapis, moi c'est moi qui ai fait les commandes des Bah, meubles ouais. et tout, on s'est inspiré. Et c'est le dernier bonus sur ce que tu voulais dire. C'est effectivement sur ce podcast, on s'est un peu inspiré de Podspace, en tout cas sur les décors, etc., qui est pas un concurrent, il n'y a pas de concurrent. Mais on s'est un peu inspiré de ce qu'ils avaient fait initialement, tu vois, où ils avaient un travail, ils avaient beaucoup de goût. Je trouve que leur podcast est très bien appareil. D'ailleurs, désolé parce qu'on a peu utilisé leur truc, enfin leur design dans notre truc, mais on n'a pas copié, on a recopié à notre sauce à nous, tu vois. Donc on s'est inspiré. Et du coup, la dernière chose que je dirais, c'est, voilà, nous on a regardé les matos qu'ils ont utilisés. On a même un autre concurrent, Podster, à Dubaï, qui nous a aidé à nous donner les références des lumières qu'ils avaient, des caméras. Ils nous ont aidé à setter le truc aussi. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont même donné leur outil de réservation en ligne sur le truc de podcast, leur software qu'ils avaient développé. Donc en gros, on a juste ouvert notre gueule et demandé de l'aide, et tout en copiant. Et c'est fine d'être copié, tu vois. Après, il ne faut pas être plagié. Mais moi, je vois une grosse différence entre copier et recopier, tu vois. C'est-à-dire, tu prends quelque chose qui existe et tu rajoutes quelque chose par-dessus. Donc, c'est ce que dit... comment il s'appelle Austin Kleon. Non, les artistes copient, les génies volent. Picasso. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, il y a des concepts business qui fonctionnent, et c'est pas de réinventer tout de zéro. Regarder ce qui fonctionne, passer une demi-journée à regarder les modèles qui ont fonctionné, les modèles qui se vendent, les offres qui se vendent aussi. Moi, je sais que j'ai été copié par plein d'entrepreneurs, et c'est fine, tu vois. Et genre, moi, j'ai aussi copié d'autres trucs à côté. Donc, qui n'a pas changé la vie, de personne, hein, fondamentalement. Mais voilà, pas plagier, copier, recopier, s'inspirer. C'est important de regarder ce qui se passe autour pour éviter de recommencer à zéro. De prendre les bonnes pratiques et d'aller parler surtout aux gens qui font ce que vous faites et demander leur prix, leur process. Si les gens commencent à garder et à foutre le manteau et dire, tu sais, les gens qui gardent les informations, ça saoule. En général, les gens, ils lâchent, tu vois, leur truc et ils se disent, vas-y, prends ça. C'est ouf, c'est vrai que Podster, à Dubaï, c'était les premiers à avoir lancé un studio de podcast. Ils nous ont tout donné. Mais je me suis dit, c'est limite bizarre comment ils sont gentils. Ils ont vraiment le concept de non-concurrence, quoi. On n'est pas payé quand même, non ? Non, on n'est pas payé. On ne les paye pas. Ils nous ont prêté juste même leur SaaS, c'est gratos. Ils l'ont développé pour nous, ils l'offrent gratuitement pour aider justement les communautés de créateurs à s'engager. Alors que bon, Podspace, c'est vrai on a moins été en contact avec eux. Pourtant, moi, je connaissais bien Eddie et tout, donc on a fait super bon fit amical en plus. Mais ça fait partie du business, tu vois, c'est comme ça. Enfin, y a pas de, je pense pas, il y a pas d'animosité. Mes deux frères, je les ai envoyés là-bas pour aller enregistrer des trucs. Je leur envoie souvent des clients. Bah, voilà, il y a pas de, tu vois. Et à eux, inversement, comme ils ont pas de trucs à Lisbonne, on n'est pas concurrents, tu vois. Ils disent, bah tiens, il y a un nouveau podcast de Thibault et Kevin, va les voir. Enfin, j'espère qu'ils font ça comme nous on le fait, tu vois. Mais enfin, ça paraît très con, et pareil pour les gens à Dubaï. Donc en fait, il n'y a pas de concurrence vraiment. Après, moi, c'est vrai que bon, si vous venez me demander comment je lance une formation en ligne comme ça sur LinkedIn, je pense pas que je vais vous répondre, tu vois. Mais quand vous êtes dans des marchés un peu comme ça, un peu spécifiques, tu vois, moi, il n'y a pas de problème pour que je vous demande avec quel truc tu as enregistré pour tes formations, c'est quoi l'outil que tu as utilisé sur ta plateforme. Tu vois, tu peux faire du reverse engineering pour aller sur ma plateforme et regarder quel outil que j'ai sans que tu aies besoin de me demander quoi que ce soit, tu vois. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs manières de se débrouiller. On a fini ? On est bon ? Allez. Bravo le boss.
N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur le podcast, de mettre 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast. Et on se donne rendez-vous. Alors moi, je pars au Brésil, donc on n'aura pas de podcast avant un petit peu de temps. Bah oui, mais de toute façon, vu tout ce qu'on a envoyé, ouais, on est bon. Allez, ciao. Ciao les boss.